Ce soir, J-10, avez-vous fait votre choix? Tout de suite, c'est-à-dire. Docteur Françoise Sivignon, bonsoir. Vous êtes présidente de Médecins du Monde. Merci d'être sur le plateau de C'est-à-dire. On sait qu'un incendie a ravagé le camp de migrants de Grande-Synthe dans la nuit de lundi à mardi. Donc Grande-Synthe, c'est dans le nord. Françoise Sivignon, vous êtes présente dans ce camp ou à côté. Quelle était la situation? Parce qu'on a dit que ce camp était exemplaire, était aux normes humanitaires. Vous l'avez pratiqué, ce camp? Oui, absolument. Au moment où il a été conçu, donc il a été construit à ce qu'on appelle à des standards de normes humanitaires. Donc un camp qui était prévu pour environ 700 personnes, qui au premier temps a bien fonctionné. Donc c'est un camp dit de premier accueil, donc qui est un camp provisoire, un camp d'accueil provisoire et qui fonctionnait bien au départ, on va dire, dans les normes humanitaires telles qu'elles se mettent en place ailleurs. Et alors après, ça s'est dégradé? Ce qui s'est passé, c'est que la population a beaucoup grossi. On est passé de 700 places à une population d'environ 1700 personnes qui se partageait à part égale entre une population kurde et des Afghans pakistanais. Et c'est la cohabitation, la proximité entre ces deux communautés, encore une fois, dans une grande proximité, qui n'a pas bien fonctionné. Et il paraît d'ailleurs que ce serait suite à une bataille entre ces deux communautés qu'il y aurait eu cet incendie volontaire qui a été causé par l'une des deux bandes rivales. Alors oui, c'est très compliqué de dire qui a mis le feu le premier. Le fait est qu'on avait déjà dénoncé il y a plus d'un mois les conditions sanitaires qui se dégradaient, dont de nombreux cas de gale. Donc c'est cette parasitose qui est extrêmement contagieuse. C'est ce que vous avez constaté sur place, il y a la gale, quoi. C'est ce qu'on avait constaté sur place. Donc des conditions qui se dégradaient. On avait alerté les autorités en disant voilà, le camp n'est pas conçu pour 1700 personnes. Donc attention, cette promiscuité va faire que la violence risque de s'installer. C'est effectivement ce qui s'est produit. Et il y a eu un feu, on se dit que c'est un miracle que sur les 1400 personnes, il n'y a pas eu de mort, non? Il n'y a pas eu de décès, effectivement, il y a eu quelques blessés légers, je crois un blessé un peu plus grave qui a été orienté vers l'hôpital. Alors on va écouter deux de ces réfugiés qui disent avoir tout perdu donc, lors de cet incendie lundi soir. J'étais là, j'ai vu des gens, ils brûlaient les cabanes en utilisant de l'essence et des briquets. On n'a nulle part où aller maintenant. J'ai perdu tous mes papiers. Je n'ai plus que ce document qui prouve que je suis un réfugié, ici en France. Alors le gouvernement ce matin a dit pas question de laisser se reconstituer un camp à Grande-Synthe ou de laisser se constituer des campements sauvages. Que sont devenus ces 1400 réfugiés, ces 1400 migrants? Où sont-ils? Alors pour partie, environ 700, entre 700 et 800, ils ont été hébergés jusqu'à vendredi dans des gymnases, 3 gymnases différents, un qui va accueillir les familles, le second la communauté kurde et le troisième, la communauté afghane et pakistanaise. Pour le reste, les gens se sont un petit peu évaporés dans la nature. Ils ne souhaitaient pas être tout de suite mis à l'abri. Donc c'est vers ces gens-là que Médecins du Monde essaye de se focaliser pour leur amener du soin, de la nourriture, etc. Alors le gouvernement souhaite que ces migrants soient envoyés en CAO. Vous savez, ce sont donc des centres d'accueil et d'orientation. Il y en a 450 qui sont disséminés un peu partout en France. Je sais pas, en Auvergne, dans le sud de la France, partout. Est-ce qu'ils acceptent d'aller dans ces CAO, les migrants? Parce qu'ici, ils sont là, à côté de Dunkerque, c'est pas par hasard, c'est parce que leur rêve, c'est d'aller en Grande-Bretagne. Alors effectivement, dans la politique générale, c'est ne pas se laisser reconstituer des camps. Donc, de fait, il y a déjà des regroupements informels autour de Dunkerque et dans le Calaisis, en particulier de la population afghane et plutôt des hommes jeunes. Donc ça, c'était prévu quelque part. Donc ces personnes qui ne veulent pas aller vers les CAO ont toujours leur parcours migratoire en tête, c'est-à-dire ils veulent rejoindre l'Angleterre, donc ils ne lâcheront pas sur leur intention de rejoindre l'Angleterre. Une partie de la population, et notamment les familles, ont été déjà évacuées vers les CAO, en sachant que les 450 CAO que vous citiez sont déjà pleins. Donc, en l'instant, ce qu'on a commencé à partager avec les autres associations présentes sur le terrain, c'est qu'on est dans une certaine improvisation. Il n'y a pas d'accueil et de protection prévue de long terme, de moyen et de long terme pour ces populations. Donc il y a des mini-jungles un peu partout. Comment réagissent les Calaisis parce qu'on sait qu'à Calais, c'était un drame quand même, ce camp. Et à Dunkerque, comment ils réagissent, les gens? Je pense qu'à Dunkerque, les personnes qui vivaient autour de ce camp, qui était, encore une fois, au début, bien constitué, bien organisé,
doivent faire preuve d'une certaine inquiétude de voir des personnes un peu laissées à l'abandon en position de survie quelque part. Et heureusement que les associations sont là pour leur fournir alimentation, protection et soins. Je vous dis ça parce que dans les meetings politiques, on interviewe les gens et ils disent déjà on a beaucoup de chômage et en plus c'est à nous qu'on demande d'accueillir tous les migrants. Ils ont l'impression, est-ce qu'il y a un ras-le-bol que vous sentez poindre, en tous les cas qu'on entend dans les micro-trottoirs? Oui, les micro-trottoirs, certes, mais il faut déconstruire ces discours. Après, si on parle sur les politiques migratoires, la migration, de façon générale, on va dire, et sans faire une particularité sur la France, c'est bénéfique à une population. C'est bénéfique au total. Les gens participent à moyen et surtout long terme, lorsqu'ils sont bien intégrés de façon correcte, oui, parce que là, ça va être difficile d'expliquer aux gens que c'est bénéfique pour eux. Certes, mais il est de notre devoir aussi, les associations, et merci de nous avoir invités, de dire que si on prend l'exemple de la Suède et de l'Allemagne, la Suède en particulier, leur PIB, parce qu'ils ont accueilli cette année des milliers de migrants, a grimpé de 4,5%. Et ça, les études de l'OCDE en particulier le démontrent très nettement. Et pourquoi les migrants participent à l'économie d'un pays. Pourquoi, quand on interroge les Français, il y a encore ce sondage, là, 57% qui disent qu'en France, il y a déjà beaucoup de misère, il y a 9 millions de pauvres et qu'on ne peut pas accueillir de migrants supplémentaires. C'est un réflexe... Mais je pense que d'intégrer quelques milliers de personnes, puisqu'en fait, l'an dernier, il y a eu 86 000 demandes d'asile en France et seulement 30% seront finalement acceptées. C'est une politique globale qui s'occupera des plus précaires en France, mais aussi de ces primo-arrivants. Là, on est dans une politique qui n'a pas été développée, notamment à l'encontre de ces populations. Il n'y a pas eu d'effort particulier pour les intégrer. Donc en l'état, ceux qui sont déjà arrivés, ils sont répartis dans des centres d'accueil et d'orientation. Derrière, on n'a pas de plan construit pour les intégrer avec un accès au travail, à l'éducation pour les plus jeunes. Et si on parle des plus jeunes, on retrouve, comme on l'a beaucoup dénoncé, des mineurs dits non accompagnés dans le Calaisis actuellement. Il y en a environ 200. Il y a des mineurs non accompagnés. Comment se retrouvent-ils ici et qu'est-ce qu'ils deviennent? Certains étaient errés déjà en errance autour où est-ce qu'ils ont perdu leurs parents? Alors, ils sont arrivés, il y a environ, sur le territoire français, à l'heure où je vous parle, il y a environ 10 000 mineurs non accompagnés qui sont sur le territoire français. Ils sont arrivés par les voies qui, pour l'instant, sont considérées illégales de migration. 10 000 mineurs non accompagnés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en l'instant, certains sont reçus dans le cadre de ce qu'on appelle la protection de l'enfance. Donc, c'est des dispositifs qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance, qui sont du ressort des départements, mais un certain nombre sont en errance sur le territoire français. Comment réagit la population, pour le coup, dans les CAO, les centres d'accueil et d'orientation des migrants? Donc, on le disait, il y en a 450 disséminés parfois dans des petits villages. On leur dit, bon, bah voilà, vous allez accueillir, je sais pas, dans l'ancienne MJC, 10, 15, 20 migrants. Écoutez, on n'a aucun exemple. Les Médecins du Monde a des centres répartis, pas des CAO, mais des centres d'accueil et de soins d'orientation et des maraudes qui vont vers les personnes sur tout le territoire français. Il n'y a aucun exemple de dysfonctionnement ou de violence particulière à l'égard de ces populations. Donc c'est important de le redire. Je veux dire, il y a une intégration qui se fait assez naturellement. Après une méfiance initiale, l'intégration se fait assez naturellement auprès des Français. La polémique sur l'AME, dont les politiques parlent beaucoup, donc l'aide médicale d'État. Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer l'idée que quand vous êtes étranger en situation irrégulière, vous êtes pris en charge à 100%, alors qu'on va dire que les Français ou les étrangers en situation irrégulière, eux, ils ont un reste à charge. Alors, en situation régulière, pardon. Les étrangers en situation irrégulière, les 320 000 qui bénéficient de l'aide médicale d'État, ça coûte 732 millions d'euros très exactement. Ils ont accès à un paquet de soins réduit. Ils n'ont pas accès aux soins comme la population française de façon globale. Il faut savoir qu'on a démontré, et cette année on s'est allié à des économistes de la santé, que ces personnes participaient plus à la ressource publique qu'elles ne prélèvent sur la ressource publique. De plus, qui se font soigner par l'aide médicale d'État. Exactement. Alors, donc ça, c'est une première donnée. Non, c'est pas intuitif, donc c'est bien de le dire. Ça, c'est une première donnée. La deuxième chose, on est dans de la santé publique, c'est-à-dire on ne peut pas laisser 320 000 personnes sans soins sur le territoire français. Ça coûte beaucoup plus cher de prendre en charge des personnes avec des maladies avancées qu'au début de pathologie. Merci beaucoup Françoise Sivignon d'être venue témoigner et nous parler de cette situation des migrants. Donc je rappelle que vous êtes présidente de Médecins du Monde. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Près de 40% des Français ne sont pas sûrs de leur vote. Qui sont ces indécis? Quels sont les candidats qui seraient le plus à même de capter ces électeurs qui n'ont pas fait leur choix? C'est dans l'air est intitulé ce soir. J-10, avez-vous fait votre choix?